Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans une ferme pas comme les autres pour rencontrer un agriculteur vraiment pas comme les autres. J'ai eu la chance d'être reçue au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour rencontrer notre ministre, monsieur Julien de Normandie. Si on m'avait dit ça il y a 1 an, quand l'idée du podcast commençait à peine à émerger, j'y aurais pas cru. Julien de Normandie occupe ce poste depuis le mois de juillet 2020. Une chose est sûre, il est aujourd'hui, après 8 mois d'exercice, particulièrement apprécié par les agriculteurs. Il dénote également parfois par ses interventions presque musclées. On le sent, l'agriculture, ça le prend aux tripes et pour de vrai. Nous avons passé près d'1 heure dans son bureau à discuter des thèmes essentiels pour la survie du monde agricole. On a notamment abordé la condition financière des agriculteurs, l'incompréhension qui règne entre monde rural et monde urbain, ou encore la perte de compétitivité de la France sur l'échiquier mondial. Qu'un ministre nous accorde plus d'1 heure, c'est à la fois très long et à la fois très court. J'avais 1000 autres questions à lui poser. Mais qui sait, peut-être qu'avec monsieur le ministre, on enregistrera un jour un épisode 2. En tout cas, c'est quand il veut. Bonne écoute! Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre bureau. Je suis vraiment très très contente d'être là. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui vous êtes et où c'est qu'on se trouve actuellement? Alors ici, vous êtes dans le bureau du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, dans le site historique, rue de Varennes à Paris, un bureau rempli d'histoire, puisqu'il y a des générations et des générations de ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation qui ont occupé ce bureau. Moi, je suis en poste depuis maintenant 9 mois. Et c'est beaucoup d'honneur pour moi parce que je suis d'abord ministre et c'est vrai que c'est une mission incroyable, mais en plus je suis moi-même ingénieur agronome, donc c'est des sujets que j'apprécie énormément. C'est des sujets pour lesquels il y a 25 ans j'avais fait le choix de m'orienter dessus. Et donc, je suis à la fois très honoré et très heureux de pouvoir occuper ce poste aujourd'hui. Moi aussi, d'être là, je le redis, mais s'il y a 1 an, j'ai lancé le podcast, on m'avait dit que je serais en train de discuter agriculture avec vous. Franchement, j'y aurais pas cru. Mais bravo à vous, c'est super d'avoir lancé ces initiatives et bravo à vous. Merci. Et alors, vous le dites, vous avez fait une école d'ingénieur agronome. Pourquoi vous avez fait ce choix? Comment vous êtes tombé dans l'agriculture et comment vous êtes arrivé à ce poste de ministre? D'abord parce que j'ai beaucoup d'origines familiales qui sont soit dans le monde agricole, soit dans le monde de la forêt. Initialement, moi, ma passion, c'est la forêt. Et donc, j'ai fait des études d'agronomie et ensuite des études forestières. Parce que je trouve qu'il y a un rapport au vivant, un rapport au territoire, un rapport au sol qui, depuis très longtemps, parfois ça ne s'explique pas, m'anime. Et donc, de fait de ces origines familiales et de cette appétence, j'ai décidé, quand j'avais 17 ou 18 ans, de m'orienter d'abord vers des études de biologie, puis des études d'ingénieur, et donc d'agronomie, et ensuite de foresterie. Et ça, c'est mon parcours personnel, académique, si je puis dire. Et après, politiquement, j'ai rencontré il y a maintenant très longtemps, j'étais un de ses premiers compagnons de route, on va les appeler comme ça, le président de la République, Emmanuel Macron. On travaillait ensemble depuis très longtemps et au fur et à mesure, je l'ai accompagné dans son projet politique en lançant le mouvement qui s'appelle alors En Marche et puis en menant la campagne présidentielle et maintenant en l'accompagnant au gouvernement. Et vous êtes arrivé en poste en juillet 2020, vous l'avez dit, le 6 je crois plus précisément. Depuis, on ne peut pas dire que vous soyez vraiment ennuyé entre les sécheresses, la grippe aviaire, le débat sur les néonicotinoïdes, accessoirement le Covid. Comment on prend un poste de ministre dans un contexte aussi compliqué, d'autant plus qu'avant vous étiez ministre des Villes. Alors même si on a compris que vous aviez un attachement à la terre, à l'agriculture, elle a beaucoup évolué depuis que vous étiez sorti, j'imagine, depuis de l'école d'ingénieur agronome. Comment on prend ce poste de ministre dans ce contexte-là? C'est beaucoup de travail. Mais vous savez, le travail, c'est aussi quelque chose qui, dans le monde agricole, est une valeur cardinale. C'est un monde où on travaille beaucoup et moi, je suis un gros travailleur. Je suis entouré d'équipes, des équipes qui
elles aussi ne comptent pas leurs heures. Et puis après, c'est des sujets, oui, qui sont complexes, mais vous savez, le vivant, de manière générale, c'est complexe. L'agriculture, c'est affronter la nature dans ce qu'elle a de plus complexe. Donc il faut aborder les sujets dans leur complexité, avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de travail, et puis toujours se demander à la fin pourquoi on fait ça, quel est le but ultime. Et au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le but ultime, c'est de pouvoir accompagner les agriculteurs qui nourrissent le peuple français. Donc c'est un sujet, une mission incroyablement importante. Comment on fait pour nourrir le peuple français dans les meilleures qualités possibles, avec nos produits, avec notre souveraineté. Voilà, c'est à la fois complexe, mais c'est une finalité qui est parmi les plus importantes. Vous travaillez beaucoup, il paraît même que vous repartez le week-end avec des caisses de dossiers entières, c'est vrai ? C'est vrai, je le confirme. Mais c'est nécessaire parce que voilà, les sujets, vous l'avez dit, ils sont incroyablement denses. Et puis, quand vous prenez, vous avez évoqué, je sais que vous venez de Mont-de-Marsan, le sujet de l'influenza aviaire. Ben, l'influenza aviaire, elle sévit du lundi au dimanche soir, elle ne s'arrête pas pendant le week-end. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on gère tous les jours de la semaine. Ça demande de l'organisation, mais c'est aussi d'une nécessité absolue. Dans le monde agricole, on ne voit pas la frontière du week-end, hein, ça je vous le confirme. Les animaux, les cultures, ils vivent et elles poussent, y compris pendant le week-end. Ben voilà, quand vous êtes le ministre de l'Agriculture, c'est tous les jours de la semaine. Mais je crois que c'est vraiment l'un des postes, en tout cas à mes yeux, les plus importants, parce que c'est l'une des missions les plus significatives pour les Français, c'est-à-dire comment on fait pour leur donner ces aliments, ces nutriments de meilleure qualité possible. Vous étiez venu effectivement à Mont-de-Marsan, mais vous êtes trompé de période, c'est en juillet qu'il faut venir pour les férias. C'est vrai, mais je prends bonne note de l'invitation pour un prochain podcast. Exactement. Et alors, justement, le premier jour où vous vous asseyez à ce bureau, ça fait quoi ? C'est un sentiment d'accomplissement, parce que quand même c'est un poste, c'est quand même un Graal et ça reste des parcours d'exception, ou est-ce que c'est un peu de stress vis-à-vis du chantier qu'il y a à faire et de se dire mais par quel bout je commence quoi ? Bah, c'est évidemment des deux. C'est beaucoup d'honneur parce que surtout quand vous avez le parcours qui est le mien, les origines qui sont les miennes, cette passion pour les questions agricoles et d'alimentation, le fait de pouvoir être en charge de ces politiques publiques au sein d'un gouvernement, c'est énormément d'honneur. Mais c'est aussi beaucoup alors vous avez dit de stress, en tout cas de concentration, de la mesure de la charge de ce que ça représente, la mesure des enjeux qui sont face à nous. Et puis en fait, on n'a pas trop le temps de se poser des questions. C'est-à-dire, à la minute où vous vous asseyez sur ce siège, vous commencez déjà à devoir gérer beaucoup de sujets, beaucoup de défis. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, les défis face à nous dans le monde agricole. Donc voilà, je pense que c'est surtout après que vous réalisez quelles furent les années que vous venez de passer. Et alors justement, comment vous faites pour vous fixer une feuille de route quand vous arrivez et comment vous êtes renseigné sur tous les sujets ? Parce que c'est tellement vaste l'agriculture, comment vous faites ? En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a deux pas de temps qui sont différents. Il y a le pas de temps de l'immédiateté. Vous avez évoqué l'influenza aviaire qui a sévi beaucoup dans le sud-ouest. Bah là, c'est de l'immédiateté. Vous avez évoqué les sécheresses, c'est de l'immédiateté. Comment on fait pour accompagner le monde agricole dans les défis du moment. Et puis ensuite, vous avez un pas de temps qui est du long terme. Et en politique, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de parfois s'extraire de l'immédiateté, surtout que l'immédiateté, elle est aujourd'hui amplifiée par les systèmes de communication, par les réseaux sociaux. Tout devient urgent tout de suite et amplifié. Il faut savoir toujours s'organiser pour aussi traiter les sujets sur le long terme. La notion du temps, elle est essentielle. Alors, dans le milieu agricole, le temps, c'est d'abord le temps qu'on subit, le temps qui fait, la pluie, les sécheresses, etc. Mais la notion du temps en agriculture, c'est un mot qui a beaucoup de sens parce que c'est comment on projette sa production sur le temps long. Comment on projette ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire quelles vont être les cultures qu'on va mettre sur le temps long. Comment on gère son cheptel d'animaux sur le temps long en faisant la sélection des meilleurs profils possibles, etc. En politique, il faut faire la même chose. Se dire comment on gère l'immédiateté, mais comment on s'inscrit sur le temps long.
En agriculture, par exemple, on a un sujet de temps long qui a trop souvent été abandonné, qui est la question de l'eau. On ne peut pas faire d'agriculture sans eau. C'est pas possible. Et pour autant, la pensée, mais je dis bien la pensée sur la gestion de l'eau, elle a souvent abandonné les décideurs politiques. Et ce ministère, par exemple, il s'est trop détaché de cette question de l'eau. Donc moi, depuis un peu moins d'1 an maintenant, je le remets en haut de l'agenda en disant, voilà, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que c'est un temps très long qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. Donc gérer l'immédiateté et s'inscrire dans le temps long. Et justement, vous parlez de ce temps long, mais c'est d'autant plus important de vite se mettre en ordre de marche, parce que je voyais, il y a une succession des ministres de l'Agriculture en poste qui est folle presque. En fait, en moyenne, les ministres de l'Agriculture, il reste 2 ans. Vous-même, vous avez une échéance, je vous souhaite de perdurer à ce poste, mais en tout cas, vous avez une échéance l'année prochaine que sont les présidentielles. Il y a juste M. Le Foll qui est resté 5 ans sous François Hollande. Est-ce que, ça, c'est pas pénalisant pour l'agriculture d'avoir cette succession de ministres quasiment constante? Et 2, est-ce que c'est pas frustrant pour vous de vous dire, punaise, j'ai que 2 ans pour mettre en place ce que je veux? Alors, sur la première question, est-ce que c'est pénalisant? En fait, on a ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est-à-dire que le ministère n'est pas porté que par le ministre, et fort heureusement, vous avez beaucoup de gens qui travaillent au sein du ministère. Le ministère de l'Agriculture, c'est près de 30 000 personnes. C'est énorme. C'est 15 000 personnes dans l'enseignement agricole. On ne dit pas suffisamment, mais vous savez, l'enseignement agricole qui est partout qui est partout sur nos territoires, il est piloté par ce ministère. Et donc, il y a plus de 15 000 personnes qui pilotent cet enseignement. Et puis ensuite, il y a 15 000 autres personnes qui pilotent ces politiques partout sur le territoire aussi. Donc il y a une sorte de continuité de l'État. Après, ce qui est sûr, ce qui est très important, c'est que les ministres, ils doivent donner le sens et la direction et l'action. Alors il faut qu'il y ait là aussi une cohérence entre ce qu'ont fait mes prédécesseurs et ce que je fais moi-même. Mais ce n'est pas parce que vous ne restez que 2 ans que ça n'est pas suffisant pour impulser, faire des choses, mettre en œuvre, penser l'immédiateté, mais aussi le temps long. Moi, si je me retourne là depuis un peu moins d'1 an, vous en avez cité plusieurs, on a fait beaucoup de choses. Les défis qui sont face à nous, ils sont énormes, et les chantiers qu'on a ouverts, ils sont gigantesques. Donc voilà, le temps court de la vie d'un ministre, ça nous impose aussi d'agir avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de détermination. Et je faisais un peu le tour, puisque j'ai interviewé 30 agriculteurs maintenant sur le podcast. J'en discutais avec eux. Je disais, voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous êtes plutôt très apprécié par les agriculteurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ça fait la première fois depuis longtemps qu'on a quelqu'un qui défend les agriculteurs comme ça. Pour vous, c'est important, ça, d'avoir le soutien de la profession? Évidemment, c'est important, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est surtout de montrer qu'on essaye de faire bouger des lignes. Moi, je crois typiquement qu'il y a des sujets sur lesquels on s'est mal positionné dans le monde agricole. Les agriculteurs, j'aime à les définir comme cela, ce sont des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Et tous les mots sont importants. Entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Ça veut dire que leur mission, c'est la plus noble qui soit, nourrir le peuple. Ça veut dire qu'ils sont confrontés au vivant. C'est super compliqué d'être confronté au vivant. Alors que, comme on est dans une société où tout doit être blanc ou noir, on est plus dans le simplisme que dans la gestion de la complexité. Et donc, moi, je suis un fervent défenseur de remettre de la raison dans tout ça. La raison, c'est très important, la science et la raison, pour appréhender justement le vivant. Et puis, ce sont des entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils doivent gagner leur vie. Ça veut dire qu'il faut parler compte de résultats. Ça veut dire qu'il faut parler rentrée et création de valeur. Et c'est des mots, parfois, qu'on a oubliés, qu'on a abandonnés dans le débat. Et donc, voilà, pour moi, cette phrase, elle résume vraiment quelle est ma vision. C'est un monde que je connais bien, voire très bien. Quelle est ma vision et comment il faut emporter justement les dynamiques. Entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. C'est marrant parce que ce côté entrepreneur, du coup, moi je travaille dans une start-up, je vous l'expliquais, et quand je suis allée voir les agriculteurs, c'est le premier truc qui m'est venu. Je me suis dit, c'est incroyable, ils n'ont pas le même quotidien que les entrepreneurs parisiens, mais n'empêche que c'est les mêmes préoccupations et c'est les mêmes problématiques au final. C'est vraiment le monde agricole, et c'est ça aussi, j'essaye de pouvoir mettre en avant ce côté innovant, ce côté moderne, mais le monde agricole, c'est un monde qui a incroyablement su s'adapter depuis l'après-guerre. C'est un monde dans lequel les transitions ont été les plus importantes. Je vous donne juste un exemple. On parle souvent d'innovation, de numérique, etc. Un entrepreneur est souvent associé aux nouvelles technologies. Le monde agricole est un des secteurs d'activité où on utilise le plus les nouvelles technologies. Si vous prenez les drones, le dernier chiffre dont je dispose, il est de 2017.
mais en 2017, un drone sur deux utilisé par le monde économique, un drone sur deux était utilisé par le monde agricole. Le numérique est bien plus utilisé par le monde agricole que dans beaucoup d'autres professions. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un matériel agricole, une moissonneuse, batteuse ou autre, vous voyez que c'est des objets connectés, on utilise des GPS, on utilise les data, la donnée, et en fait, on est dans ce rôle d'entrepreneur. Toujours se réinventer, se dire comment on peut faire mieux les choses et comment on peut utiliser notamment le côté très moderne des nouvelles technologies. Et donc, oui, souvent le monde agricole pâtit d'une image qui n'est pas la sienne. Non, le monde agricole, c'est un monde qui bouge énormément, qui est hyper innovant, hyper moderne. Et ça, moi, je voudrais vraiment le pousser aussi parce que je veux convaincre plein de jeunes de rentrer dans ce monde agricole. Aujourd'hui, on a un énorme défi qui est un agriculteur sur deux vient à la retraite dans les 5 à 10 ans. Et donc, il faut inciter les jeunes à rentrer dans cette belle famille. Sûr. Et pour reparler de l'organisation du ministère rapidement, je voyais votre cabinet. Alors, je vais le dire avec beaucoup de bienveillance parce que, j'ai les mêmes parcours que les gens de votre cabinet et deux, tout le monde a été vraiment hyper gentil avec moi. Le rendez-vous a été décalé 3 fois. J'ai découvert d'où venait l'expression d'avoir un emploi du temps de ministre si j'avais un doute. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'ENA, de Sciences Po, de la Sorbonne. Est-ce que dans le ministère de l'Agriculture, ça manque pas un peu d'agriculteurs ? Toujours. Et ça, pour moi, c'est un énorme défi, c'est-à-dire qu'il faut toujours lutter contre ce que certains peuvent appeler un entre-soi. Il faut toujours que les ministères et de manière générale les pouvoirs publics soient le plus représentatifs possible de la société et singulièrement de ceux pour qui ils travaillent. Bon. Une fois qu'on a dit ça, moi je constate que dans ce ministère, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de formations agricoles, d'ingénieurs, de techniciens, avec des racines venant de nos ruralités. Moi souvent on me dit, oui mais de toute manière, tous ces ministres sont des énarques. Ben, moi je ne suis pas énarque, je suis ingénieur agronome. Voilà. Et parfois les gens sont même étonnés en disant ah bon après c'est vrai que je crois que ça fait très longtemps que ça n'a pas été un ingénieur agronome à la tête de ce ministère. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que était le dernier ingénieur agronome à la tête de ce ministère. Moi je trouve que c'est bien aussi d'avoir des profils de personnes qui ont été formées pour cela parce que ça permet à la fois d'être dans le rôle politique, c'est important. La politique est très importante, mais ça permet aussi d'avoir des personnes qui ont été formées pour cela. Et dans ce ministère, beaucoup l'ont été, vraiment beaucoup. Très bien. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, j'aimerais aborder un des points que vous venez de citer, qui est pour moi qui me semble le plus effrayant, en tout cas vu de l'extérieur, c'est le fait que plus de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans. J'ai rencontré Julien, qui est agriculteur brasseur dans l'Oise, qui est à Bac+5, gagne un SMIC, travaille 70 heures par semaine, et il me disait mot pour mot, je serai celui qui sera capable de sacrifier la ferme pour pas me sacrifier moi. Et en fait, il y a tous ces gens qui partent à la retraite, mais qui de la nouvelle génération va vouloir les remplacer en fait ? Qui a envie d'être agriculteur aujourd'hui, quoi ? C'est pour moi le principal défi. Tout à l'heure, je disais, mon objectif, c'est la souveraineté agroalimentaire de notre pays. Pourquoi ? Parce que moi, je pars du principe qu'il ne peut pas y avoir de pays fort sans une agriculture forte. Et vous regardez au fil des siècles, ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu de civilisation forte sans une agriculture forte. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas avoir d'agriculture sans agriculteurs. Et aujourd'hui, on a un agriculteur sur 2 qui part dans les 5 à 7 ans. Bon. Et donc, comment on fait pour renouveler ces générations ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, dans le monde agricole, c'est souvent un métier de passion. Et Julien, dans l'Oise, peut-être vous l'a dit, mais c'est souvent un métier de passion. Mais la passion, elle ne peut pas tout. La passion, elle ne peut pas se dire que par passion pour mon métier, je travaille autant d'heures, je gagne si peu d'argent, et parfois, je n'arrive pas à donner ce que je voudrais donner à ma famille, parce qu'être agriculteur, agricultrice, c'est être mère, père de famille. Bon. Donc la passion, c'est ce qui fait tenir le monde agricole, mais ça ne peut pas tout. Et donc, à cette passion, il doit y avoir rémunération. Et l'un des principaux enjeux aujourd'hui, c'est la question de la rémunération de nos agriculteurs. Les agriculteurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, cet institut de statistique, qui montre que c'est la profession, parmi toutes, où on travaille le plus. En moyenne, c'est 55 heures. Et en fait, c'est beaucoup plus. Ils me disent tous 70 heures. Exactement. Et en fait, c'est beaucoup plus. Et donc, il nous faut absolument mettre fin à un certain nombre
de pratiques qui font qu'on fait que tirer depuis des décennies les prix vers le bas. Vous savez, cette fameuse guerre des prix qu'on voit dans les supermarchés, qui tire les prix vers le bas et qui en fait empêche le monde agricole de toujours aller ce vers quoi il souhaite aller, c'est-à-dire plus de qualité et être rémunéré pour cette qualité. Et donc ça, c'est l'une de mes principales missions, c'est celle-là, évidemment. Oui, parce que nos auditeurs aient bien les chiffres en tête, mais aujourd'hui, les agriculteurs représentent 1,5% de la population active. Ça veut dire qu'il y a 1,5% des gens qui travaillent pour nourrir la tribu, à un moment, il va quand même y avoir un souci. Et sur les lycées agricoles, j'en discutais avec une amie à moi qui est fille d'agriculteur, qui a fait un lycée agricole, Elodie, qui me disait, mais Louise, il faut les fermer, les lycées agricoles. En fait, on envoie ces enfants dans le mur, dans des professions qui sont difficiles. Non, je suis pas mais du tout d'accord. C'est effrayant, non, d'entendre ça. Oui, c'est effrayant, mais je suis pas du tout d'accord parce que alors, les situations, elles sont très différentes. Parfois des territoires, parfois des productions, etc. Les lycées agricoles, c'est une richesse incroyable pour notre pays. Ça, pour notre pays, il n'y a aucun doute. Mais pour les enfants, pour les gens qui sont dans ces écoles. Mais le sujet n'est pas de se dire on ferme les lycées agricoles. Le sujet, il est de se dire comment on augmente la rémunération de nos agriculteurs. Donc, il ne faut surtout pas se dire qu'on ferme ces lycées agricoles. Bien au contraire, il faut montrer la diversité des métiers qu'on a, le côté moderne, le côté innovant, le côté à la pointe. L'agriculture française, ça fait des années que chaque année, elle est plébiscitée comme étant l'agriculture la plus durable au monde. Bon. Mais maintenant, on a des grands défis. On a un défi de rémunération. Je viens d'en parler. Et là, comment il faut faire ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a une fameuse loi qui s'appelle la loi Egalim, qui n'est pas assez appliquée. Donc, il faut la faire appliquer. Et moi, je pense qu'il faut même aller encore plus loin dans la loi. Ça, c'est le sujet de la rémunération. Après, il y a les sujets de la modernisation, de l'innovation, qui aujourd'hui sont profondément ancré dans le monde agricole, qui permet aussi de créer de nouvelles opportunités. Et puis, 3, il y a toujours cette passion qui anime ce monde agricole. Mais encore une fois, je leur dis, la passion ne peut pas éluder la question de la rémunération. Bien sûr. Et justement, ça m'amène à la minute économie du podcast que je fais toujours. Les agriculteurs, en moyenne, ils gagnent autour d'un SMIC. Ça varie quand même pas mal en fonction des années. Mais 25% gagnent moins de 600 €. Vous l'avez dit, les grandes surfaces, les industriels de l'agroalimentaire, ils ont une vraie responsabilité là-dedans. On est toujours dans la course au prix le plus bas. Comment on fait pour les inciter à rémunérer les agriculteurs à leur juste prix ? Et est-ce que l'État, il a vraiment des leviers aujourd'hui pour agir là-dessus ? Alors oui, l'État a des leviers parce qu'il y a une loi qui a déjà été votée il y a 2 ans, mais qui n'est pas appliquée par tous. Et en fait, vous coupe, c'est la loi Egalim. Alors pour expliquer à nos auditeurs aussi, l'idée c'est que sur le prix d'un produit, en fait, ce qui est reversé à l'agriculteur lui permet à minima évidemment de rembourser ses coûts de production, mais ce qui est déjà pas toujours le cas, et en plus de lui permettre de gagner décemment sa vie. Exactement. Cette loi, elle dit, en fait, on va partir du coût de production par l'agriculteur pour fixer ensuite le prix d'achat. Bon, je vous donne un exemple. Cette année, les prix des aliments pour les élevages de volailles ont incroyablement augmenté, parfois de plus de 40%. Et pourtant, vous ne voyez pas les prix des œufs dans les supermarchés qui ont augmenté d'autant. Mais pourtant, l'agriculteur, lui, qui élève les poules pondeuses, il a été confronté à ce prix-là. Et donc, si vous n'avez pas une répartition des coûts et une répartition de cette valeur de production partout sur la chaîne, à la fin, celui qui trime, c'est l'agriculteur. Donc, ce n'est pas concevable. Donc oui, l'État peut agir parce que l'État a à sa main la loi qui permet d'imposer un certain nombre de choses. Là, il s'avère que la loi, elle n'est pas respectée par tous. Ça, c'est intolérable. Et donc, face à ça, moi, en tant que ministre, j'ai démultiplié les sanctions parce que pas tous, mais certains, parmi la grande distrib ou les industriels, ils entretiennent un jeu de dupes. Ils ne respectent pas la loi et en fait, ils ont un comportement qui n'est pas acceptable. Donc face à ça, on prend des sanctions et on démultiplie les contrôles. De manière très forte, en 6 semaines, on a fait l'équivalent de 6 mois de contrôle. Mais après, il y a un deuxième sujet aussi. C'est que nous, tous ceux qui vous écoutent, qui sont des consommateurs, on est aussi des acteurs. Le fameux terme de conso-acteur. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se lève le matin et qu'on se dit, tiens, moi, ce que je souhaite pour mon pays, c'est une agriculture de qualité, je veux de belles pratiques culturelles, je veux de la viande de bonne qualité, etc., etc. Mais si, l'après-midi, quand je suis devant les étals, j'ai 2 concombres face à moi, et je vois un concombre qui est produit en France, qui est issu de l'une des agricultures les plus durables au monde, et un autre concombre qui est importé de je ne sais où, mais pas avec les mêmes pratiques culturelles, qui donc n'a pas forcément le même prix. Est-ce que moi, en tant que consomme-acteur, je joue à chaque fois la cohérence
de ma demande initiale, c'est-à-dire plus de qualité dans la production, plus de pratiques agroécologiques ou autres, en achetant ce concombre issu de mes territoires, quand j'en ai la possibilité? Ou est-ce que je privilégie toujours le plat importé, le plat surtransformé, le plat cuisiné ou le plat issu de pays qui ne pratiquent pas nos pratiques culturelles? Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, nous l'État, on a un énorme rôle à jouer pour faire respecter la loi et pour durcir les conditions. On a aussi tous, et c'est un sujet collectif, la nécessité de favoriser ces produits issus de nos territoires. C'est très important. Bien sûr. Et pour en revenir à la loi Egalim, ça fait 2 ans qu'elle est en place. Je lisais le rapport du Sénat, elle n'est pas du tout efficace. Il expliquait que le prix pour les consommateurs, il a augmenté de 0,3%. Donc ça, très bien, on a arrêté les chutes des prix. Mais ce 0,3%, il n'a pas été reversé aux fournisseurs, aux agriculteurs. C'est même pire que ça. Les revenus pour eux ont baissé de 0,4%. Alors, ça dépend des secteurs. Mais ce qui est sûr, c'est ça que je disais quand je parlais d'un jeu de dupes. C'est quoi le jeu de dupes? Pour que tout le monde comprenne, en fait, un prix, ce n'est pas directement la grande surface avec l'agriculteur. Vous avez l'agriculteur, vous avez l'industriel, le transformateur, et vous avez la grande surface. Sauf que l'agriculteur, il dit, il faut que la grande surface tienne compte dans son prix de vente de moi, mes coûts de production. Très bien. Mais la grande surface, elle dit à l'industriel qui est entre les deux, moi, je suis prêt à augmenter le prix d'achat, si seulement si je suis sûr que vous, industriel, vous rétrocédiez cette augmentation à l'agriculteur. Et là, la grande surface, elle dit, je n'ai pas forcément confiance dans le fait que l'industriel ne garde pas pour lui, la marge qu'on a fait. Inversement, l'industriel, il va voir le producteur et il dit moi j'ai demandé à la grande surface et en fait la grande surface elle m'a dit non. Et donc en fait vous avez un jeu de dupes, tout le monde se renvoie la balle. Et donc comment il faut faire pour aller plus loin? Il faut dire que pendant toutes ces négociations commerciales, qui en fait ne concernent pas que 2 personnes, mais au moins 3 personnes, il faut qu'en fait ces négociations elles se fassent de manière transparente. Pourquoi? Parce que si de manière transparente, on arrive à dire qui achète quoi et à quel prix aux autres, en toute transparence des acteurs, pas du voyeurisme de ma part ou de votre part, mais transparence des acteurs, ça permet de mettre fin à ce jeu de dupes. Mais ça, la transparence, c'est parce que dans le monde de la négociation privée, en tout cas, moi, ce qu'on m'a appris en école de commerce, c'est de jamais révéler son jeu de cartes. Donc, ça va complètement à l'encontre exactement. des habitudes. Et c'est ça qu'il faut bouger. Comment on fait pour bouger? En fait, on a déjà des exemples où ça marche. C'est-à-dire que les 3 protagonistes, il ne s'agit pas, encore une fois, quand on parle de transparence, de dire on fait ça à livre ouvert, on dévoile ses cartes du jeu, et puis on le met sur la place publique. Non, on fait ce qui existe déjà dans le monde économique, c'est dire on prend un tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est des professionnels, un cabinet d'audit ou autre, dont c'est le métier, et qui recueille en fait les informations de tous, et qui permet de dire non, on met fin à ce jeu de dupes parce que vous avez pris tel engagement, et oui, vous le respectez, ou non, vous ne le respectez pas. Et ça, pour le coup, on peut le généraliser et ça ferait beaucoup de bien. Ce n'est pas la seule chose, il y a plein d'autres points sur lesquels il faut améliorer la chose, mais c'est un exemple. De toute façon, on va arriver à un moment où on n'aura plus le choix parce que s'il n'y a plus d'éleveurs pour produire du lait, il n'y a plus de lait, il n'y a plus d'industrie pour produire les yaourts et il n'y a plus de yaourts français dans les magasins. Donc au moins, ça va être à faire régler à ce rythme, le jeu de dupes. Exactement, et c'est là où moi j'en appelle aussi à ce sursaut collectif, et je dis bien collectif. Il y a les capitaines d'industrie que sont les chefs de ces grandes surfaces ou les chefs industriels, où là il faut absolument qu'ils comprennent que dès qu'ils tirent les prix vers le bas, ils creusent notre tombe collective. Parce qu'à la fin, la seule conséquence, c'est qu'ils seront obligés d'importer des produits, et des produits qui ne sont même pas les produits que les consommateurs souhaitent. Et puis deuxième élément, je le redis, mais il en va en fait d'une incohérence. On ne peut pas, au même moment, nous tous, demander à notre agriculture d'avoir des produits de meilleure et de meilleure qualité tous les jours. Et en même temps, se dire, on veut des produits qui soient les moins chers possibles. Ça ne marche pas au bout d'un moment. Si on veut de la qualité, il faut que cette qualité elle soit rémunérée à son juste prix. Et ce qui est aberrant, c'est que c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Quand vous prenez les sujets des voitures, personne ne remet en cause que la qualité, elle est rémunérée à sa juste valeur. Pourquoi dans le monde agricole, ce ne serait pas la même chose, bon Dieu? Peut-être parce qu'un concombre, ça ressemble beaucoup à un autre concombre. Peut-être. Un blanc de poulet, ça ressemble beaucoup à un blanc de poulet. Enfin, vous prenez un blanc de poulet ukrainien ou brésilien versus un blanc de poulet produit dans notre pays, ça n'a juste rien à voir. Et pas rien à voir
uniquement sur le goût, rien à voir pour l'impact sur votre santé. Et c'est ça qu'il faut bien dire. Si on veut, nous, le monde agricole, si on pousse à fond pour avoir plus de qualité, c'est parce qu'on n'oublie jamais que notre mission, c'est de nourrir le peuple. Et nourrir le peuple dans des bonnes conditions. Et donc, si on veut de la qualité, il faut arrêter de se dire que le seul objectif, c'est de tirer les prix vers le bas. À la fin, on ne favorise que les importations. Encore plus quand on met les agriculteurs dans toutes les pubs en ce moment, quoi. En fait, c'est ça qui paraît fou, c'est que pour les rémunérer, c'est compliqué, mais par contre, pour utiliser l'image, parce que c'est ce que les consommateurs souhaitent. Mais on est presque en train de tromper le consommateur quand on met ces agriculteurs dans toutes les pubs, non ? Oui. Ou en tout cas, peut-être que parfois on se donne, certains, pas moi, mais certains se disent on se donne bonne conscience. Là aujourd'hui, moi je suis très content parce que depuis 15 jours, alors que devait se tenir le Salon international de l'agriculture, il y a eu plein d'émissions, il y a eu plein de reportages et on a parlé de manière très positive de nos agriculteurs, nos agricultrices et de l'agriculture. Ça ne peut pas être que pendant 15 jours de l'année. Il s'avère que quand vous travaillez dans une ferme, vous travaillez 365 jours par an. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire ils sont formidables, ils bossent beaucoup, c'est un métier de passion, et de l'autre côté se dire oui, mais le seul objectif, c'est de tirer les prix vers le bas. Non, nous, il faut vraiment qu'on ait en tête que notre spécificité du monde agricole français, c'est la qualité. Et si on veut avoir de la qualité, il faut forcément qu'elle soit rémunérée à son juste prix. Si vous prenez les viandes, je ne sais pas si vous avez vu le film de Yann Bertrand qui s'appelle Legacy. Dans ce film-là, il y a des reportages sur les élevages. Il y a parfois un élevage de truies de 13 étages. C'est pas en France. En France, un élevage de truies, c'est en moyenne 180 truies. C'est pas un immeuble de 13 étages. Vous aviez des élevages de vaches laitières avec des étendues. Il y avait des dizaines de milliers de vaches laitières. C'est pas en France. C'est aux États-Unis. C'est sûr que si vous comparez une ferme laitière de proximité de notre territoire avec quelques dizaines d'unités versus, j'étais en Normandie il n'y a pas longtemps, un élevage laitier avec 50 vaches normandes, versus ces dizaines de milliers de vaches, à la fin, les prix ne sont pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes coûts de production. Mais ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même bienfait pour vous, ce n'est pas le même respect de l'environnement, ce n'est pas les mêmes pratiques. Et donc, au lieu de caricaturer ou de pointer des doigts notre monde agricole, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut nos pratiques à nous, et donc faire monter notre filière, notre production, mais donc la rémunérer ? Ou est-ce qu'on veut se dire on importe de plus en plus. Moi, mon choix, c'est un choix de souveraineté pour nous, pour nos enfants, pour notre alimentation et pour notre santé. Alors, vous en avez un peu parlé, l'agriculture, elle est souvent caricaturée. En tout cas, elle est accusée de beaucoup de maux. J'aimerais prendre l'exemple, pour moi, qui est très relevant et symptomatique, en tout cas, du bien-être animal. On est toujours dans l'émotion quand on parle de ça. Et dans l'agriculture, en général, on est toujours dans l'émotion. Comment on fait pour déplacer le débat public en fait sur un cadre, comme vous l'avez dit, rationnel, économique et sortir de ça, quoi, qui a été beaucoup porté par des associations antispécistes qui publient des vidéos très trash. Alors ça, on est tous d'accord que ces élevages qui sont dénoncés ne doivent pas exister, mais ce n'est pas relevant du monde agricole. Comment, vous, votre rôle du ministre, comment on fait pour ramener tout le monde à la raison, quoi ? Alors, il y a deux choses. D'abord, vous avez employé les bons termes. Moi, je crois beaucoup que la politique, ça n'est jamais l'émotion. Jamais. Et quand je vois certains qui surréagissent parce que vous avez une vidéo sur Twitter, c'est de très mauvaise politique. La politique, c'est pas l'émotion. La politique, c'est pas non plus la vertu. La vertu, ça concerne chacun dans son fort intérieur. La politique, c'est avant tout la raison. Et moi, je pense que trop souvent, de manière générale, les politiques ont omis de remettre la raison et la science au centre des décisions. C'est pour ça qu'il faut expliquer, c'est pour ça qu'il faut débattre, c'est pour ça qu'il faut le faire de manière rationnelle. Et c'est d'autant plus important qu'en face à vous, c'est pas blanc ou noir. Le vivant, c'est pas blanc ou noir, c'est complexe. Et donc la raison et la science, on doit le remettre dedans. Élever des animaux ou cultiver des plantes, pour certains, ça peut paraître très simple. En fait, ça relève d'une complexité qui est incroyablement forte parce que vous êtes face au vivant dans ce qu'il a de plus complexe, face aux maladies qui peuvent arriver, face aux aléas climatiques, face à la teneur et à la composition de votre sol, à la teneur et à la composition de vos aliments. Donc, il faut remettre de la raison dans tout ça. 2, évidemment, quand vous avez le comportement de certains qui n'est pas acceptable, il faut le contrôler et il faut surtout faire en sorte qu'il soit mis fin à des comportements inacceptables pour ne pas jeter l'opprobre sur toute une profession. Mais comme vous l'avez dit, ce rôle de contrôle,
ça n'est pas à quelqu'un d'autre qu'à l'État de le faire. J'étais hier, par exemple, en Auvergne, auprès du monde agricole avec le monde de la gendarmerie, pour traiter d'un sujet qui est très important, qui est, vous savez, ces intrusions chez les agriculteurs ou dans le monde de l'élevage. Mais qui accepterait... C'est beaucoup revenu sur Twitter quand j'ai dit que je venais vous voir ça. Mais qui peut accepter que quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, rentre chez vous et ne soit pas puni. C'est ce qui était remonté. Exactement. Et trop souvent, les personnes ne sont pas suffisamment sanctionnées une fois qu'elles ont été attrapées. C'est pour ça hier qu'on a, avec les gendarmes, qui sont les acteurs très mobilisés sur ce sujet, avec le monde agricole, fait tout un après-midi de travail pour se dire comment on peut aller plus loin là-dessus. Bref, il faut remettre à raison et arrêter l'émotion. Il faut dire et asséner que les contrôles, ils sont faits par l'État et par personne d'autre. Il faut mettre aussi fin à un certain nombre de comportements qui ne sont pas acceptables. Mais au dernier moment, et je vous remercie parce que c'est ce que vous faites aussi avec vos podcasts, il faut aussi faire en sorte que le monde agricole il ne soit pas sur la défensive. Le monde agricole, on passe notre temps à se défendre, à dire non mais ça c'est pas vrai, non mais ceci, non mais en fait cela, etc. Il faut qu'on arrête d'être défensif et il faut qu'on soit offensif. Il faut qu'on montre de manière offensive ce qui est la réalité de notre monde agricole. Il faut qu'on montre de manière offensive pourquoi on croit dans notre agriculture. Il faut qu'on montre de manière offensive de dire mais si jamais on ne cesse de dénigrer notre agriculture et que demain, on n'a pas de jeunes qui s'installent, la conséquence, ça va être effectivement d'importer du lait de ces élevages et dizaines de milliers de têtes de bétail ou d'importer des produits de charcuterie venant d'élevages de 13 étages que j'évoquais tout à l'heure. Donc non, il faut être fier, être à l'offensif, expliquer et tout ça avec raison. Ouais. Alors justement, ça m'amène au point suivant, le bien-être animal aussi, je trouve que c'est symptomatique parce qu'on sent que la communication ne passe plus entre les éleveurs et une certaine part du grand public, et j'appuie sur certains puisque à 85% les gens soutiennent les agriculteurs et les éleveurs. Pourtant, c'est des gens qui sont très attachés à leur métier. Je prends des exemples concrets, mais Alexandre Polmar, qui est éleveur de blonde d'Aquitaine en Meuse, qui fait de l'extensif, qui fait, je crois que vous travaillez avec lui pour mettre en place un projet d'abattage à la ferme. J'ai aussi Jean Basta, Marion Signeri, Émilie Garay, des gens que j'ai rencontrés qui aiment leurs bêtes. Mais comment on explique, à l'heure où on est tous en ville aujourd'hui et qu'on est un peu déconnecté de tout ça, qu'un éleveur, il aime ses vaches, mais qu'il les envoie à l'abattoir? Et de manière générale, j'ai l'impression que les gens se posent beaucoup de questions sur la place de l'animal, de l'homme par rapport à l'animal et l'environnement. Comment on fait pour leur donner des cartes pour qu'ils se fassent leur avis de manière objective? Alors d'abord par des acteurs comme vous qui expliquent cela. Parce que c'est vrai que pour certains, ça peut paraître incompréhensible quand on dit que les éleveurs aiment leurs animaux. Pourtant, c'est une réalité. Mais une réalité profonde. Vous prenez les exemples, je suis sûr que l'éleveur que vous évoquiez, il est capable de donner le prénom de chacune des vaches de son élevage. Il aime ses animaux profondément. Bon. Après, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a aujourd'hui, et moi je pense que c'est un sujet qui est face à nous et qui doit être pris avec beaucoup de vigilance, c'est qu'il y a une sorte d'opposition de plus en plus forte entre le monde urbain et le monde rural. Et parfois, avec ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui sont issus du monde urbain et qui viennent s'installer dans la ruralité. Et on croit que c'est anecdotique, mais j'ai l'impression que c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème et parfois ça a des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du coq Maurice. Oui, tout le monde en a entendu parler. L'histoire du coq. Moi, j'ai rencontré le coq Maurice. Il est sympa. Malheureusement, il est décédé depuis lors. Ah, et je n'y suis pour rien. Mais c'est vrai que le coq Maurice faisait beaucoup de bruit. C'était un coq chanteur qui faisait beaucoup de bruit. Bon, mais ça s'est fini en justice parce que des voisins se disaient ce bruit de la campagne, je n'en veux pas. Et donc en fait, il y a cette opposition. Et ce qui est très compliqué, c'est que il faut le prendre avec beaucoup de force, mais aussi considérant que chacun est dans une sincérité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, de manière très sincère, se disent « Ah non, mais ça, c'est pas possible ». De manière très sincère se disent je ne comprends pas qu'on puisse élever des animaux pour in fine les envoyer à l'abattoir. Et ils sont dans une sincérité. Je ne parle pas de celles et ceux qui commettent des choses qui franchissent les lignes rouges, comme j'évoquais tout à l'heure, par exemple en s'introduisant dans des propriétés privées. Mais donc cette sincérité, elle doit être prise en compte. Et donc ça veut dire
expliquer, mais expliquer de manière très claire les pratiques d'élevage, comment fonctionne un animal. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin d'Éric Orsena sur... il a fait un dernier livre absolument merveilleux sur le cochon, et il explique la proximité du comportement du cochon avec beaucoup de physiologie qu'on retrouve dans l'espèce humaine. Il explique des éléments très clairs qui éclairent sur le pourquoi de pratiques d'élevage aujourd'hui dans nos porcheries, etc. etc. Faut expliquer. Il faut expliquer cela. Il faut expliquer aussi, par exemple, pour toutes celles et ceux qui disent il faut mettre toutes les volailles dehors, par exemple. Tous les porcs dehors. Bon, pas la place pour tout le monde. Mais ça représente des territoires absolument immenses. Et au même moment, quand vous essayez de mettre aujourd'hui un volailler plein air ou une porcherie plein air, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des recours par les voisins qui s'y opposent. Et parfois par ces mêmes néo-ruraux que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il faut là aussi le faire avec beaucoup de raisons, expliquer le pourquoi du comment, avoir aussi des éléments de référence, de se dire, oui, il y a un certain nombre de repères dans la vie. Parmi ces repères, il nous faut produire de la viande pour nos enfants, pour nous. Il nous faut pouvoir produire de la viande de qualité. Pour produire de la viande, il nous faut élever un animal et l'envoyer à l'abattoir. Et parfois, certains refusent cette étape-là. Et parfois, certains aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, disent peut-être que la solution, c'est ce qu'on appelle la viande cellulaire. Oui. Mais la viande cellulaire, c'est pour moi une perte de repère totale. Je veux dire, comment on peut se dire dans notre société que on peut faire du gigot sans agneau, on peut faire un steak sans vache. C'est une perte de repère. Bon. En fait, parfois, c'est ne pas accepter la mort au sens le plus naturel qu'il soit, physiologique qu'il soit. On n'en accepte même plus la vie. La viande cellulaire en est un bon exemple. Donc il faut avoir ces repères, cette raison, expliquer, mais toujours voir la sincérité des uns et des autres. Et ça m'amène à la question de l'auditeur que je demande toujours sur Twitter. C'est Dominique qui vous demande, il y a beaucoup de groupes activistes qui communiquent massivement de manière négative sur l'agriculture. Pourquoi au ministère de l'Agriculture, il n'existe pas un fonds qui soit dédié à la communication positive et qui utilise en fait les pubs sur Facebook, Instagram, des méthodes un peu modernes et virales pour contrebalancer en fait un peu ce côté négatif? Mais c'est vous qui êtes la spécialiste de la communication par rapport à moi, mais le difficulté, c'est que les réseaux sociaux, ça devient viral dès lors que c'est une polémique, que c'est plutôt malveillant que bienveillant, plutôt c'est l'exception qui cherche à jeter l'opprobre sur toute une profession. Et donc, ce qui fait polémique et ce qui devient viral, c'est plutôt ce qui ne cherche pas à montrer quelque chose de positif, mais plutôt ce qui cherche à dénigrer les autres. C'est la réalité des réseaux sociaux. Quand on a de l'argent et qu'on paye pour des pubs ou même une pub à la télé. Alors, ça, pour le coup, une fois que j'ai dit ça, en fait, on va le faire de manière très structurée et de manière très forte à partir du printemps. On est en train de la réaliser là. J'ai souhaité qu'on puisse lancer une campagne de pub un peu sur le modèle de ce que l'armée avait fait il y a certaines années avec le fameux slogan « Engagez-vous », où vous aviez la mise en avant des métiers de l'armée et justement cet appel à mobilisation en faveur de ce secteur. On est en train de faire la même chose. On met beaucoup de moyens parce qu'on met 15 millions d'euros entre les métiers du vivant et les métiers de la pêche. On met 15 millions d'euros pour faire cette communication sur les métiers du vivant, pour montrer qu'il y a énormément de choses incroyables qui y sont faites, énormément de besoins aussi. C'est un secteur qui recrute, mais massivement, et énormément de choses très positives. Donc oui, on le fait sur cette communication, mais encore une fois, il faut faire très attention. Quand vous regardez ce qui se passe en top Twitter sur les vidéos agricoles, malheureusement, c'est toujours la vidéo qui essaye de dénigrer plutôt que l'autre. C'est le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Après, il y a d'autres acteurs, comme vous, comme France Agri-Tweetos, comme plein d'autres qui commencent à s'organiser pour communiquer positivement sur leurs propres pratiques. Et moi, je crois que c'est essentiel. Et pour finir l'interview, j'aimerais avoir votre vision de l'agriculture de demain, parce que j'aimerais pas vous mettre en retard. Pour ça, j'aurais 1000 autres questions, mais on se reverra.
On constate quand même un déclin de l'agriculture française d'aujourd'hui en Europe et dans le monde en général. On a beaucoup de belles idées en France qui amènent parfois à une surréglementation. Je vais prendre l'exemple que Olivier Nallès, qui est président du Comité national d'agriculture biologique que j'ai eu sur le podcast, me donnait sur les tomates bio françaises qui ont été interdites de commercialisation entre janvier et mars. Donc on ne peut plus trouver de tomates bio françaises dans les étals et à la limite c'est très bien, on n'a pas besoin de manger de tomates bio entre janvier et mars, c'est presque un non-sens. Mais le truc, c'est qu'il n'y a que les françaises qui sont interdites. Donc, on peut importer d'Espagne, d'Italie, des tomates bio et en manger quand même. Et ma question, c'est comment on fait pour montrer l'exemple ? Parce que vous l'avez dit, on a une belle agriculture, on a un pays qui a des belles valeurs, on a tout pour aujourd'hui être précurseur sur faire une agriculture qui soit durable. Comment on fait pour montrer l'exemple, mais sans pour autant s'auto-saboter, parce que les autres pays ne jouent pas le jeu ? C'est une immense priorité que moi j'ai et qui ne se joue pas au niveau national, qui joue au niveau européen et international. Au niveau national, c'est ce que je disais tout à l'heure, il en va de la responsabilité notamment des industriels de la grande distribution, mais aussi du consommateur, de toujours se dire, puisqu'un concombre ressemble beaucoup à un autre concombre, que nous, on veut produire de qualité, qu'à la fin, dès lors qu'on en a la possibilité, les moyens, on ait cet acte citoyen à privilégier ce concombre de qualité issu de notre agriculture. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau européen, là, vous avez raison, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un marché commun. Et donc, dans ce marché commun, le même concombre, il se déplace comme il veut. Et donc, nos propres règles, qui ne s'appliquent pas forcément à d'autres pays, fait que sur les étals, il y a ces deux concombres. La source de la difficulté, quand le consommateur voit ces deux concombres, pas avec la même pratique culturelle et donc pas au même prix. Bon. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'un des enjeux de ce qu'on appelle la nouvelle politique agricole commune qui gère, si je puis dire, la politique agricole des 27 États membres au niveau européen. Et là, pour la première fois, on a obtenu que cette politique agricole commune, elle impose des standards environnementaux à tous les États membres. Et donc, c'est une immense avancée. C'est une avancée qui est attendue depuis longtemps. C'est une avancée qui va porter sur à peu près 30% de tous les financements de cette politique agricole. Donc, c'est significatif. C'est surtout, enfin, l'arrêt d'une naïveté dans laquelle on s'était mise depuis des années, de se dire, nous, on fait toujours mieux chez nous, mais on est pourtant dans un marché commun, et donc on a la concurrence déloyale. Et puis, il y a un troisième volet au niveau international. Et ça, pour moi, c'est un immense combat que je vais mener quand j'aurai la présidence de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne, pardon, présidence de l'Union européenne, à partir du 1er janvier prochain. C'est de dire, on a fait une première étape, c'est qu'on se dit on met des standards au niveau européen. Ça, c'est très bien. Donc, on avance à fond là-dessus pour éviter la concurrence déloyale au niveau européen. Mais au même moment, en Europe, on importe des choses, mais alors qui sont dans des pratiques culturelles. Le meilleur exemple, c'est le soja brésilien. Aujourd'hui, on importe du soja brésilien, beaucoup. On est importateur net. Et le soja brésilien, dès que vous importez du soja brésilien, vous importez de la déforestation, de la biodiversité dégradée, et vous importez des plantes que vous n'accepteriez jamais de produire en Europe. Jamais. Et pourtant, on continue à en importer. Et donc là, il y a un autre élément sur lequel il nous faut agir, c'est de se dire comment on fait pour que dans les échanges à l'international, on prenne en compte les pratiques culturelles. Alors ça va prendre du temps parce que c'est une négociation internationale qu'on doit faire avec ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce. Moi, je crois beaucoup, notamment une nouvelle directrice vient d'être nommée, je crois beaucoup à la possibilité d'avancer sur ce sujet et je pense que c'est le sens de l'histoire. Parce que de toute manière, l'équation, elle est simple. Soit on se dit, on veut plus de qualité et donc payer un juste titre. On compte sur les Français aujourd'hui. Mais on ne peut pas se dire qu'il n'y a que ça qui puisse être mis en place. Soit on se dit qu'on veut vraiment lutter efficacement, et donc il faut aussi se protéger. Et se protéger, c'est mieux organiser ces échanges internationaux. Très bien. Et j'ai le sentiment qu'il y a deux courants qui s'opposent pour ce que sera l'agriculture de demain. Un plutôt porté par le courant du véganisme, qui mine de rien est très soutenu par des entrepreneurs, des grands groupes qui investissent massivement. Un autre côté, il y a le Covid quand même qui a rapproché le grand public des agriculteurs, des producteurs. Qu'est-ce qu'on fera demain ? Est-ce qu'on partira dans les grandes surfaces acheter un steak de soja ou est-ce qu'on ira chez le producteur du coin acheter une bonne entrecôte, quoi, pour poser la question un peu de manière provocatrice ? Non, mais vous avez raison. Après, moi, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je ne suis pas le ministre des choix alimentaires. Moi, ce que je ne supporte pas, j'ai pris d'ailleurs des positions très claires dessus,
au moment où vous avez pu voir un épisode sur la mairie de Lyon qui interdisait en fait de servir de la viande de manière unilatérale, sans concertation, de manière imposée, et donc aucun enfant ne pouvait avoir accès à de la viande. Moi, je suis pour le choix et jamais imposé. Et donc quand certains veulent imposer par idéologie des régimes alimentaires à d'autres, ça, je le combats avec énormément de force. Inversement, et c'est normal dans une république que chacun ait le choix de son alimentation. Donc il y a vraiment d'abord un volet entre ceux qui veulent imposer et ceux qui sont pour le choix. Moi, je crois dans une société de progrès, et le progrès, c'est d'avoir le choix. C'est pas de se faire imposer les choses. Après, le deuxième élément, c'est qu'encore une fois, quels que soient les aliments, que vous soyez sur les légumineuses. On sait par exemple que les jeunes enfants manquent de légumineuses, de lentilles, de pois. On sait que parfois chez les jeunes filles, il y a des carences en fer. On sait que dans certains milieux, il n'y a pas assez de fruits et légumes qui sont consommés. On sait que pour certaines parties de la population, la viande qui est consommée n'est pas de suffisamment bonne qualité. Et donc tout ça, ça remet quoi au centre ? Ça remet l'alimentation au centre de tout. Le sujet, il est de ne jamais minimiser l'enjeu face à nous et de le caricaturer. Et toujours de dire, moi j'ai une seule boussole, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, c'est quoi ? C'est évidemment diversifié, mais c'est surtout de qualité. Moi je crois profondément qu'il faut par exemple, et c'est un gros combat que j'ai, le combat c'est pas d'interdire la viande dans les écoles. Le combat c'est de se dire comment on fait pour améliorer la qualité de la viande dans nos écoles. C'est ça notre enjeu. Comment on fait de la viande qui vient des circuits courts, comment on fait de la viande de bonne qualité, comment on fait de la viande aimée par nos enfants. Il est là notre combat. Toujours cette montée en qualité qui d'ailleurs à la fin permet une meilleure aussi rémunération de ceux qui les produisent. Très bien. Et je vais passer maintenant à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous ? Qu'est-ce qui vous motive de vous investir comme ça dans l'agriculture ? Alors déjà, moi, je partage cette passion et parfois, c'est inexplicable de vous dire pourquoi vous avez cette passion-là. Moi, je trouve que à la fois la mission qui est de nourrir le peuple, à la fois la beauté d'affronter une complexité qui est la complexité du vivant, à la fois les valeurs de ce monde agricole dans lequel je crois beaucoup, des valeurs familiales, des valeurs de travail, des valeurs d'entrepreneuriat, des valeurs d'innovation, des valeurs d'engagement. Moi, j'y crois beaucoup. Et donc, ce qui me rend à la fois très humble, mais extrêmement motivé, c'est de me dire comment je fais pour accompagner cette agriculture-là. Et je le redis, il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Et donc, je crois à cette souveraineté et j'y crois beaucoup. Et puis, le deuxième élément, c'est que toute notre action, c'est une action de temps long. Là, c'est ni le ministre ni l'ingénieur agronome, c'est le père de 4 enfants qui parle. Voilà, moi, je crois beaucoup à l'action publique pour les générations qui nous succèdent. Et je crois que ça fait partie de notre responsabilité de se dire comment on œuvre pour que demain, le quotidien soit meilleur qu'aujourd'hui. Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Dans le monde agricole ? Oui, ou dans le fonctionnement du ministère. Alors, si dans le monde, il s'avère que moi, j'ai fait donc, à la fin de mes études, j'ai beaucoup travaillé sur les huîtres. Bon, il y a un truc. C'est original. C'est original, mais les huîtres c'est absolument incroyable. Bon. Et si vous voulez vous la péter dans un dîner où il y a des huîtres, il faut que vous ayez des huîtres venant du bassin de Marennes. D'accord. Et vous avez ce qu'on appelle les huîtres vertes, qui sont très connues. C'est des huîtres vertes. Vous voyez, c'est la branchie de l'huître qui est verte. Oui. Et en fait, c'est un truc incroyable qui se passe. C'est des huîtres qui sont élevées dans des bassins. Et une huître, à la base, sa branchie, elle est jaune. Quand vous voyez une huître standard, elle est jaune. Bon. Et dans ces bassins-là, qui sont des marais, arrive ce qu'on appelle une diatomée, qui est un petit être vivant, qui uniquement, lorsque des conditions sont réunies, des conditions de pH et des conditions de salinité de l'eau, libère une petite particule bleue qui vient se coller à la branchie de l'huître qui est jaune et qui fait les huîtres vertes. Okay. Et donc, les huîtres vertes, en fait, c'est fait par une navicule qui s'appelle la navicule bleue qui vient colorer les branchies des huîtres
qui sont jaunes et qui donnent ces belles vitres vertes. Ok, eh ben Voilà, je ne sais parfait. pas si ça vous va, mais Ça sera impeccable pour le prochain repas. Ah bah super. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut vous contacter ou plutôt peut-être suivre votre actualité pour se tenir au courant? Vous avez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et puis sur le site du ministère. Mais moi, je pense aussi très important, c'est de réussir à échanger sur des réseaux sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'échanger jusqu'à présent. Ou en tout cas, il y a pas mal de réseaux où en fait les responsables politiques sont trop peu présents. Et je pense que c'est dommage parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à montrer ce qu'on fait, ce pourquoi on le fait, à peut-être effacer certaines idées préconçues et puis échanger. Très bien. Merci à vous. Bon, mais mille merci pour votre accueil. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.